Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'ascension incroyable d'Amina Diallo, une héroïne au cœur de fer, devenue le visage même de la corruption. Que s'est-il passé? Comment une gardienne de la justice est-elle devenue sa pire ennemie? Restez bien jusqu'à la fin, cette histoire va vous retourner le cœur. Dans la petite ville de Kweku, nichée entre des collines verdoyantes et des rivières murmurantes quelque part en Afrique de l'Ouest, vivait une femme qui semblait porter le destin sur ses épaules, Amina Diallo. Amina n'était pas une femme ordinaire. Grande, avec une peau d'ébène luisante comme le bois poli et des yeux perçants qui semblaient lire dans les âmes, elle dominait chaque pièce où elle entrait. Mais ce n'était pas sa beauté qui la distinguait, non, c'était sa voix. Une voix grave et puissante, comme le grondement d'un orage lointain, qui faisait vibrer les murs et trembler les cœurs. Quand Amina parlait, les gens s'arrêtaient net, captivés, parfois effrayés. On racontait qu'un seul de ses cris pouvait faire fuir un lion ou faire avouer un voleur avant même qu'il n'ouvre la bouche. Dès son plus jeune âge, Amina avait une passion dévorante pour la justice. À 5 ans, alors que ses camarades jouaient à la marelle ou chantaient des comptines, elle s'asseyait sous le grand manguier de la cour familiale, un vieux manuel de loi volé à son oncle magistrat entre les mains. Elle ne comprenait pas encore tous les mots, mais elle feuilletait les pages avec une fascination presque religieuse, murmurant des phrases comme « Nul n'est au-dessus de la loi », avec un sérieux qui amusait ses parents, Mama Yacine et Papa Diallo. « Cette petite deviendra quelqu'un », disait Papa Diallo en riant, secouant la tête devant l'entêtement de sa fille. À 8 ans, elle avait déjà mémorisé les droits fondamentaux inscrits dans la Constitution nationale, un exploit qu'elle aimait exhiber lors des réunions familiales. « Tu jettes ce papier par terre, c'est une infraction », lançait-elle à son cousin Moussa, qui levait les yeux au ciel mais ramassait son déchet sous son regard sévère. À 12 ans, elle connaissait les peines encourues pour vol, agression, et même corruption, un mot qu'elle prononçait avec un dégoût particulier. Les habitants de Kweku commencèrent à l'appeler « petite officière », un surnom affectueux qui reflétait leur certitude. Amina était née pour porter un uniforme. Les années passèrent, et Amina réalisa son rêve. Après des études brillantes à l'université de la capitale, où elle décrocha une licence en droit avec mention, elle intégra l'académie de police. Là, elle excella première de sa promotion, médaillée pour son courage lors des entraînements. À 25 ans, elle revint à Kweku comme constable, et sa présence transforma la ville. Les petits voleurs qui pillaient les marchés disparurent comme par magie. Les disputes de voisinage se réglaient avant qu'elle n'ait à intervenir, car personne ne voulait affronter son regard d'acier ou sa voix tonnante. Les gens l'adoraient. Chaque soir, en rentrant chez elle, elle était accueillie par des « officiers Amina, que Dieu te bénisse » et des paniers de mangue ou de poissons frais offerts en signe de gratitude. Amina vivait pour cela. Elle se voyait comme la gardienne de Kweku, une héroïne moderne dans un monde où la justice était trop souvent un luxe. Mais le destin, comme un vent capricieux, avait d'autres plans pour elle. Après 5 ans de service exemplaire à Kweku, une lettre officielle arriva au poste de police. Amina avait été remarquée par les hautes sphères. Ses arrestations impeccables, son intégrité sans faille et son charisme naturel avaient atteint les oreilles du quartier général de l'État, à 300 km de là, dans la ville animée de Sokoro. On lui offrait une promotion, inspectrice Amina Diallo, avec un bureau au siège régional, un salaire triplé, et une autorité sur des dizaines d'agents. C'était le couronnement de ses rêves d'enfant. Le jour de son départ, Kweku pleura sa perte. Les anciens lui offrirent une cora sculptée à la main, les femmes lui tressèrent des perles dans les cheveux, et les enfants coururent derrière sa Jeep en criant son nom. Amina, émue, leur promit de revenir souvent. Mais au fond d'elle, une excitation nouvelle brûlait. Sokoro était la grande scène, et elle était prête à y briller. À Sokoro, tout changea. Le quartier général était un monde à part, un labyrinthe de bureaux climatisés, de costumes coûteux et de murmures politiques. Amina rencontra des officiers supérieurs aux montres en or, des commissaires aux sourires trop larges, et des politiciens qui la regardaient comme une pièce sur leur échiquier. Au début, elle resta fidèle à elle-même. Elle refusa les cadeaux qu'on lui glissait dans des enveloppes brunes, dénonça les collègues qui fermaient les yeux sur des crimes évidents, et mena ses enquêtes avec une rigueur qui dérangeait. Mais Sokoro était une machine bien huilée, et Amina, malgré sa force, n'était qu'un rouage. Les pressions montèrent. Un jour, un commissaire l'appela dans son bureau. « Inspectrice Diallo, vous êtes brillante, mais trop rigide. Ici, on travaille en équipe. Si vous voulez grimper, il faut jouer le jeu. » Elle refusa, mais les mots restèrent dans son esprit. Puis vinrent les tentations, une voiture rutilante offerte par un ami, un flux, une villa promise si elle aidait, sur une affaire douteuse. Lentement, Amina céda. « Si tu ne peux pas les battre, rejoins-les », se répétait-elle, un mantra qui apaisait sa conscience. En un an, elle changea. Elle acheta une Mercedes noire, envoya des liasses de billets à ses parents, qui s'extasiaient sur sa réussite sans poser de questions. Elle rencontra Ibrahim, un homme d'affaires au sourire ravageur et aux poches profondes. Leur romance fut rapide, passionnée. 6 mois plus tard, ils se marièrent dans une cérémonie fastueuse à Sokoro, sous les flashs des photographes et les applaudissements des élites. 2 enfants suivirent, une fille, Zénab, et un garçon, Malik, et Amina sembla toucher le sommet. Respectée, crainte, riche,
elle était devenue une légende au quartier général. Mais sous la surface, quelque chose pourrissait. Un après-midi étouffant, une femme entra au poste de police, ses talons claquant sur le carrelage. Elle portait une robe en wax doré, des bijoux qui scintillaient sous les néons, et une aura de pouvoir presque palpable. C'était Madame Kofi, épouse de l'honorable député Kofi Mensah, un homme dont le nom ouvrait toutes les portes à Socorro. Elle demanda à voir l'inspectrice Amina, et seulement elle. Dans son bureau, Amina l'accueillit avec un sourire professionnel. « Madame Kofi, quel honneur. Comment puis-je vous aider ?» Madame Kofi s'assit, croisant les jambes avec élégance, mais ses yeux brûlaient de colère. « Inspectrice, je suis dans une situation délicate. Ma fille, Adjoa, s'est entichée d'un moins que rien, un garçon nommé Sekou. Un fils de pêcheur, sans éducation ni avenir. Elle refuse de le quitter, malgré mes efforts pour la marier à un homme digne d'elle, le fils d'un ministre. Je veux que vous le fassiez disparaître. Arrêtez-le, enfermez-le, peu importe. Je ne veux plus le voir près de ma fille. » Amina fronça les sourcils. « Madame, s'il n'a commis aucun crime, je ne peux pas l'arrêter. La loi. » Madame Kofi l'interrompit, frappant la table du plat de la main. « La loi ? Ne me parlez pas de la loi, inspectrice. À Socorro, la loi s'achète. Dites-moi votre prix. 5 millions ? 10 ? 15 ? Je paierai ce qu'il faut pour régler ça. » Le mot « million » fit vaciller Amina. Elle pensa à sa villa encore en construction, aux études privées qu'elle voulait offrir à ses enfants, à la montre en diamant qu'Ibrahim avait admirée dans une vitrine. Sa gorge se serra, mais elle hocha la tête. « Très bien, Madame Kofi, je m'en occupe. » Cet après-midi-là, Amina réunit une équipe 4 agents qu'elle savait loyaux et discrets. Ils montèrent dans une camionnette banalisée et roulèrent vers le quartier pauvre de Socorro, là où les rues étaient étroites et les maisons faites de tôle et de boue. Sekou vivait là, avec sa grand-mère, Maman Efua, une vieille femme aveugle aux cheveux blancs comme la lune. Quand ils arrivèrent, Amina donna un coup de pied dans la porte branlante, qui s'ouvrit dans un craquement. Maman Efua, assise sur une chaise en bois, sursauta, sa canne tombant au sol. « Qui est là ? » « Que voulez-vous » cria-t-elle, sa voix tremblante. Amina avança, sa silhouette imposante remplissant l'espace. « Où est ton petit-fils, Sekou ? Parle, vieille femme, ou je te fais regretter d'être née. » Maman Efua tendit les mains, cherchant à comprendre. « Mon Sekou ? Il n'a rien fait de mal. Il est au port, il travaille. Pourquoi le cherchez-vous ? Ton précieux Sekou est un voleur, aboya Amina, inventant l'accusation sur le champ. Il a volé une chaîne en or à Madame Kofi. Dis-moi où il est, ou tu viens avec nous au poste. » Maman Efua secoua la tête, les larmes coulant sur ses joues ridées. « Mon garçon ne vole pas, je l'ai élevé avec honnêteté. Vous mentez. » Furieuse, Amina perdit patience. Elle gifla la vieille femme avec une force qui la fit tomber de sa chaise. « Sale vieille puante. Tu oses me contredire ?» Les agents, mal à l'aise, échangèrent des regards mais n'osèrent pas intervenir. Ils fouillèrent la maison, renversant le peu qu'elle contenait, un lit bancal, une casserole cabossée, un vieux poste radio. Sekou n'était pas là. Amina attrapa le bras frêle de Maman Efua. « Tu viens avec nous. Ton petit-fils se montrera quand il saura que sa chère grand-mère est en cellule. » Ils la traînèrent dehors, ses cris résonnant dans la ruelle tandis que les voisins, terrifiés, fermaient leurs volets. Au poste, Maman Efua fut menottée et jetée derrière le comptoir, comme un sac oublié. Amina utilisa son téléphone pour appeler Sekou. « Ta grand-mère est avec nous. Si tu veux la revoir, viens au poste. Maintenant. » Sa voix était froide, implacable. Sekou, qui déchargeait des filets au port, lâcha tout et courut, le cœur battant. À son arrivée, il fut accueilli par des menottes et une accusation bidon. « Vol qualifié », annonça Amina en le frappant au visage. « Une chaîne en or, trouvée dans ton sac. Avoue. »« Je n'ai rien volé. » hurla Sekou, le nez en sang. « Cette chaîne, je l'ai achetée au marché pour 3000 francs. Ce n'est même pas de l'or. » Mais Amina ne l'écouta pas. Elle le fit jeter en cellule, un sourire satisfait aux lèvres. Maman Efua, relâchée peu après, tituba jusqu'à chez elle, soutenue par un passant charitable. Les jours suivants furent un enfer pour Maman Efua. Seule, aveugle, sans Sekou pour l'aider, elle survécut grâce à la pitié des voisins qui lui apportaient du riz ou du poisson séché. Elle alla au poste, jour après jour, implorant qu'on libère son petit-fils, mais les gardes la chassaient. Elle se rendit chez Madame Kofi, frappant à la grille de sa luxueuse résidence. « Je suis la grand-mère de Sekou. Pitié, laissez-le partir » cria-t-elle. Le gardien, un homme trapu nommé Kwam, la repoussa violemment. « Ma patronne ne parle pas aux mendiants. Dégage !» Maman Efua revint encore et encore, sous la pluie, sous le soleil brûlant, mais chaque fois, elle était rejetée. Son corps s'affaiblit, sa voix s'éteignit presque. Une nuit, alors qu'elle gisait sur son matelas usé, entourée de l'odeur de sa propre misère, elle leva ses mains tremblantes vers le ciel. « Ô Dieu, ne vengeras-tu pas cette pauvre veuve ?
L'inspectrice Amina m'a frappé, m'a traité de sale et de puante. Elle a emprisonné mon Sékou innocent pour de l'argent. Que sa vie devienne une puanteur. Que tout ce qu'elle touche sente la pourriture. Que son existence entière en peste. Madame Kofi a ordonné cette injustice parce que sa fille aime mon garçon. Elle m'a chassé comme un chien. Seigneur, rends-moi justice. Fais-les payer. Que leurs propres péchés les engloutissent. Qu'il en soit ainsi. Sa prière, portée par un souffle rauque, s'éleva dans l'air immobile. Les étoiles semblèrent trembler, le vent murmura une réponse. Le jugement était scellé. Quelques jours plus tard, le chaos frappa. Chez Madame Kofi, tout s'effondra en une semaine. Le député Kofi Mensah fut arrêté par la brigade anticorruption pour avoir détourné des millions destinés à des écoles. Les comptes familiaux furent gelés, leur voiture saisie. Puis, un incendie inexplicable ravagea la boutique de Madame Kofi, des flammes jaillirent au milieu de la nuit, réduisant ses étoffes précieuses et ses bijoux en cendres. Les pompiers, perplexes, ne trouvèrent aucune cause. En un clin d'œil, Madame Kofi passa de reine à paria, pleurant dans les ruines de son empire. Mais la tempête ne s'arrêta pas là. Elle atteignit Amina comme une vague vengeresse. Un matin, alors qu'elle descendait pour le petit déjeuner, Ibrahim et les enfants reculèrent, les narines pincées. « Amina, tu sens quelque chose de pourri ?» dit Ibrahim, les yeux écarquillés. Zénab renchérit, « Maman, c'est comme un poisson mort. » Amina rit, croyant à une blague, mais elle ne sentait rien. Elle monta se doucher, frottant sa peau avec du savon parfumé, se noyant dans son parfum français préféré. Rien n'y fit. Au poste, ses collègues s'écartèrent, certains toussant, d'autres fuyant outright. « Inspectrice, rentrez chez vous », ordonna son supérieur, le visage crispé. « Résolvez ça. » Humiliée, Amina consulta des médecins. Test sanguin, scanner rien. Pourtant, l'odeur empirait, une puanteur indescriptible qui vidait les pièces où elle entrait. Ibrahim, désespéré, la relégua dans une chambre d'amis. Ses enfants pleuraient en la voyant. Désespérée, elle appela ses parents. Papa Diallo consulta un marabout, qui révéla la vérité, une malédiction pèse sur elle. Elle a opprimé une innocente. Si elle ne se repent pas, son corps pourrira vivant. Amina agit vite. Elle ordonna la libération de Sékou, puis se rendit chez maman Efua. Elle trouva la vieille femme à peine consciente, squelettique. Horrifiée, Amina paya un médecin, fit livrer de la nourriture. À genoux, elle implora, « Maman Efua, j'ai libéré Sékou. J'ai péché contre vous. Pardonnez-moi. » Maman Efua, faible mais lucide, murmura, « Merci pour mon garçon. Mais partez avec votre odeur. Vous m'avez brisé. » Amina insista, revint avec ses parents, qui pleurèrent à ses côtés. Finalement, touchée par leur humilité, maman Efua pardonna. La malédiction s'évanouit. L'odeur disparut. Amina changea. Elle démissionna du quartier général, retourna à Kweku comme simple officier, jurant de servir avec justice. Elle aida Sékou à ouvrir une petite poissonnerie, veilla sur maman Efua jusqu'à sa mort paisible, des années plus tard. Mais elle n'oublia jamais, le pouvoir corrompt, et le ciel écoute toujours les larmes des faibles. Et voilà, mes amis. Quelle histoire, n'est-ce pas? La leçon est claire, l'abus de pouvoir revient toujours hanter ceux qui l'exercent. La justice divine ne dort jamais, et nos actes, bons ou mauvais, portent leurs fruits. Qu'en pensez-vous? Laissez vos impressions en commentaire, dites-moi d'où vous regardez, et abonnez-vous pour plus d'histoires qui font réfléchir et vibrer. À très bientôt pour une nouvelle aventure.